80% d'une perte de poids durable, ça se joue finalement en dehors de l'assiette. Tout le monde sait quoi faire pour perdre du poids. Et la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le faire? Et il y a toujours cette espèce de décalage entre je sais ce que je devrais faire, mais j'y arrive pas. Souvent, les personnes qu'on accompagne, elles croient manquer de volonté. Alors qu'en fait, la volonté, c'est quelque chose qui tient à court terme. Les schémas émotionnels qui s'ancrent pendant des années, ça devient comme automatique. Et généralement, derrière le comportement automatique, il y a des besoins qui sont pas comblés. Comme j'ai une sorte de vide émotionnel, le cerveau va trouver une manière de combler ce vide. Et l'alimentation, c'est un moyen qui est très facile, qui est rapide, qui est accessible. Et c'est là qu'on a tendance à le confondre en fait avec la gourmandise. Le sujet là, c'est souvent je dois faire plus attention à ce que je mange, alors qu'il faut se poser la question de finalement pourquoi j'ai besoin de manger. Tant qu'on n'a pas conscience qu'on vit cette alimentation émotionnelle, on ne peut pas changer. Bonjour à tous, je suis Charles, cofondateur de Kiné Coach Santé. Chez Kiné Coach Santé, on accompagne chaque année plusieurs milliers de personnes à transformer leur relation à la nourriture, à leur corps, et pour obtenir une perte de poids qui soit durable et bien sûr sans régime et sans frustration. Aujourd'hui, je suis avec Aubin, qui est également cofondateur de Kiné Coach Santé. Salut Aubin, Salut Charles. comment tu vas? Ben, très bien, je suis content de faire ce nouveau format où on va essayer d'apporter des choses un peu plus concrètes, plus de valeur sur ces sujets-là. Donc vas-y, je te laisse poursuivre et puis après on va rentrer dans le vif du sujet. Ouais, super. Justement, le vif du sujet. Donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous semble vraiment central dans l'activité qu'on fait aujourd'hui. C'est pourquoi 80% d'une perte de poids durable, ça se joue finalement en dehors de l'assiette. Là où aujourd'hui, dans toutes les méthodes qu'on voit, on a souvent tendance à parler d'alimentation. Quand on se renseigne un peu sur la perte de poids, on voit beaucoup de quoi manger, en quelle quantité, quel sport faire. Et nous, ce qu'on a constaté, et c'est vraiment la manière dont on travaille avec les personnes qu'on accompagne, avec aussi les professionnels dont on s'est entouré, c'est pourquoi 80%, voire je dirais même peut-être même 90% d'une perte de poids, ça se joue en dehors de l'assiette. Alors pour ça, on va parler de différents sujets ensemble, plusieurs questions. On va parler c'est quoi vraiment l'alimentation émotionnelle, pourquoi on sait quoi faire finalement pour perdre du poids, mais on n'y arrive pas. Est-ce que les craquages alimentaires, c'est vraiment de la gourmandise ou c'est peut-être autre chose? On va répondre aussi à cette question. Dans tout ça, peut-être comment reconnaître le vrai déclencheur émotionnel d'un craquage? Et bien sûr, on va faire en sorte de vous donner des clés aujourd'hui sur quoi faire concrètement pour se libérer d'une relation alimentation qui est problématique, ce qu'on appelle l'alimentation émotionnelle. On entend souvent aussi parler de métabolisme. Je te propose, Aubin, qu'on aborde les questions de métabolisme. C'est quoi le rôle vraiment du métabolisme dans tout ça? On entend souvent mon métabolisme est ralenti et cassé. On pourra peut-être détailler un peu ça. Et moi, je voulais parler aussi de pourquoi les régimes, ils aggravent le problème au lieu de les régler. Beaucoup de personnes qu'on accompagne ont fait énormément de méthodes, notamment beaucoup de régimes. Et souvent, malheureusement, c'est vraiment la fausse bonne idée. Et on va parler de ça aussi. Et peut-être qu'on pourra aussi parler de, finalement, qu'est-ce que ça change quand on change un peu sa manière de mettre son attention plutôt, sur les émotions, plutôt que sur, quoi manger, qu'est-ce qui se passe dans l'assiette. Ça te va comme programme, Aubin? Ouais, c'est bien chargé, il y a pas mal de choses, donc let's go, hein. Ouais, super. Bah, je te propose qu'on commence vraiment par, vraiment la question qui revient le plus chez les personnes qu'on accompagne, c'est: pourquoi j'ai la sensation de savoir quoi faire, pour perdre du poids, mais j'y arrive pas? Ouais. Bah, c'est vrai que c'est un problème qui revient souvent, le manger, bouger, 5 fruits et légumes par jour, il faut manger plus, enfin manger mieux et bouger plus. Tout le monde sait, entre guillemets, hein, quoi faire pour perdre du poids. Et la vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le faire? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à le faire, en tout cas sur la durée? Et il y a toujours cette espèce de décalage entre je sais ce que je devrais faire, mais j'y arrive pas. Notamment ces moments où quand on est fatigué le soir, on est stressé, on rentre du boulot, et ben, plutôt que d'aller marcher, plutôt que d'aller prendre soin de soi, on va se tourner vers un truc à manger, vers le chocolat, vers du grignotage, et puis après on rentre dans un cercle vicieux. Donc c'est un sujet intéressant, c'est un peu le cœur de ce qui nous a intéressés et de ce pourquoi on fait ce qu'on fait. Euh, Toi, t'en penses quoi, Charles, à ton avis? Pourquoi est-ce qu'on sait quoi faire, mais pourquoi est-ce qu'on le fait pas? Bah, je pense que ça dépend un peu de comment on aborde la question. Il y a plusieurs manières d'aborder cette question. Souvent, les personnes qu'on accompagne, elles croient manquer de volonté. Donc ça, c'est déjà un premier angle qu'on peut aborder pour répondre à cette question, c'est qu'on croit que
la volonté, c'est quelque chose qui se tient sur la durée et qui comme si c'était illimité. Tu sais, les personnes qu'on accompagne, souvent, elles nous disent: «Ben, moi, je manque de volonté» et elles culpabilisent de ça. Alors qu'en fait, j'ai vraiment la sensation après toutes ces années et après, voir des milliers de personnes qu'on a pu accompagner avec notre équipe, c'est la volonté, c'est quelque chose qui tient, c'est court terme, en fait. C'est-à-dire que les schémas émotionnels, qui s'ancrent pendant des années, ça vient, ça devient comme automatique et le problème de ça, c'est que, finalement, quand c'est automatique, je me pose plus la question de pourquoi j'ai ce comportement. C'est automatique, c'est comme, le soir avant de me coucher, bah, je me brosse les dents. Je me pose même plus la question, j'ai plus besoin de conscientiser que c'est pour, l'hygiène buccale, pas avoir de maladie, et donc je le fais et quand on et d'ailleurs on n'a pas besoin de volonté généralement pour aller se brosser les dents, hein. Peut-être Ouais, parfois on a un peu la flemme avant de se coucher parce qu'on est fatigué, mais généralement, on va le faire, tu vois? Et ça, c'est parce que c'est devenu un comportement automatique qui a été ancré pendant des années et la volonté, en fait, c'est essayer de déjouer un comportement automatique. Oui, on peut le faire avec la volonté, mais c'est court terme. C'est vraiment court terme et généralement, derrière le comportement automatique, il y a, nous, on travaille beaucoup de cette manière, c'est vraiment la, le constat qu'il y a des besoins qui sont pas comblés et comme j'ai une sorte de vide émotionnel, le cerveau va trouver une manière de combler ce vide et l'alimentation, c'est un moyen qui est très facile, qui est rapide, qui est accessible, qui est socialement aussi, approuvé, socialement non jugé. Forcément, même si parfois il y a des personnes qui vont un peu pointer du doigt en regardant des gens se ruer sur la nourriture. Je veux dire, vous pouvez faire ça, dans la rue, personne, va s'arrêter en disant: «Oh regardez, cette personne est en train de finir un paquet de chips». Donc c'est socialement accepté et donc le problème de ça, bah, c'est que, comme c'est très socialement accepté et c'est facile en fait de continuer à avoir ce comportement, sans trop se poser de questions, on a tendance à toujours, subir les conséquences de quelque chose qu'on perçoit comme même pas un symptôme ou un problème alors qu'en fait, c'est pour ça qu'on essaye de se dire, «Je dois aller courir», là j'essaie de prendre, tu sais, les questions que souvent les personnes se posent. ouais, Heu, D'ailleurs, au passage, courir est une fausse bonne idée pour perdre du poids. Heu, Même si c'est pas le sujet là, c'est souvent, ouais, je dois aller courir, je dois faire plus attention à ce que je mange et cetera et en fait, s'en remettre à la volonté, c'est toujours court terme, alors qu'il faut se poser la question de finalement, pourquoi j'ai besoin de manger? mmh, OK. Donc ce que tu dis, c'est que la volonté, c'est pas le vrai sujet, c'est pas je la réponse derrière ça, c'est pas juste: «Je suis nul et je manque de volonté», c'est qu'il y a des trucs un peu plus profonds à aller chercher. Ouais, Et ce que je pourrais rajouter aussi éventuellement, c'est, en fait, pourquoi on sait quoi faire pour perdre du poids mais on n'y arrive pas? C'est peut-être aussi parce qu'on se f en fait, c'est quel est mon objectif? Je pense qu'il faut partir de là, en fait. C'est-à-dire que si ton objectif, c'est: «Je dois perdre du poids», heu, c'est peut-être un objectif qui fait pas suffisamment sens. Il y a aussi pourquoi je le fais et est-ce que je m'alimente, en fait? Est-ce que j'essaie de mieux m'alimenter? Est-ce que j'essaie de bouger plus pour perdre du poids? Ou est-ce que je le fais pour quelque chose de plus important que ça, en fait? Pour, nourrir des valeurs, pour, me sentir mieux dans mon corps, pour, juste être en bonne santé, pour, avoir l'énergie de pouvoir jouer avec mes enfants. Enfin, c'est comment je le relie, en fait, à ce qui est important pour moi. Et je pense que c'est quelque chose peut-être qu'on fait pas assez et en fait, en gros, on se focalise sur un objectif avec un peu l'énergie de j'aime pas ce que j'ai. Donc en gros, j'aime pas le poids que je vois dans le miroir. Donc je me fixe un objectif de perte de poids, mais qui est un objectif que je me fixe avec un peu une énergie de il me manque quelque chose. Et en fait, cette énergie de il me manque quelque chose, elle génère des émotions qui sont peut-être pas les bonnes en fait. Et c'est des émotions de je suis frustré, de je m'aime pas, de je suis pas bien, etc. Et c'est ces mêmes émotions bah, qui vont générer au quotidien des pensées et donc des actions. Et si on se pose la question de quand je suis frustré et que je suis pas bien, qu'est-ce que j'ai envie de faire?
Bah, en général, quand on est frustré, on n'est pas bien, on a plus envie de rester sur le canapé, on a plus envie de se mettre dans le boule et de manger un truc. Alors qu'au contraire, quand je suis dans une énergie de, je sais pas, je viens de faire une séance de sport, je me sens bien, je me sens fier de moi, je suis content, je suis dans un bon mood, bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de bouger, j'ai envie d'aller voir du monde, j'ai envie d'aller vers l'extérieur, j'ai envie de m'ouvrir. Et donc, du coup, j'ai une énergie qui est beaucoup plus propice à donner des bonnes choses à mon corps. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'aller essayer de gratter, en fait, en dessous de ça et d'essayer de comprendre, ben, c'est pas juste une histoire de volonté, en fait, si je reviens sur ce que tu veux dire. Et qu'il va falloir aller un cran en dessous et se poser des questions vraiment importantes déjà. Peut-être, pourquoi est-ce que je veux perdre du poids? C'est quoi mon, tu sais, c'est quoi mon vrai pourquoi? Et c'est quoi ma vraie motivation derrière? Et il y a plein de domaines de vie et comment je peux me raccrocher à des domaines de vie qui font vraiment sens pour moi pour que derrière, les actions qui en découlent, manger mieux, bouger plus, prendre soin de soi, bah, elles viennent vraiment du cœur en fait. Et il y a une phrase aussi qui dit que tout comportement qui a pour but d'apporter du plaisir à court terme, comme par exemple le fait de manger, de boire de l'alcool ou fumer, bah, ça vient un peu compenser une douleur quelque part en fait. Ça vient compenser un manque, une émotion, quelque chose de non rempli. Et c'est ça qu'il va falloir essayer d'aller trouver et compenser autrement, en tout cas comprendre, pour pouvoir débloquer en fait le OK, bah, je réaligne en fait le je sais ce que je devrais faire. Je le fais pas parce qu'il faut, mais je le fais parce que j'ai envie. Et je trouve que c'est un peu la grosse différence. Ouais, et d'ailleurs, c'est intéressant de prendre cet angle-là, tu vois, c'est un bon exemple de pourquoi on sait quoi faire pour perdre du poids, mais on n'y arrive pas. Il y a plein de manières de répondre à cette question, mais c'est vrai que souvent, tu sais, on a la sensation que je vais m'ouvrir vers les autres, je vais faire plus de choses qui me font plaisir, etc. Je vais faire ci, ça, que je repousse, quand j'irai mieux, quand j'aurai perdu du poids, etc., etc. Et d'ailleurs, combien de personnes on a accompagnées qui sont des mamans, qui ont, des enfants, qui n'ont plus le niveau d'énergie, nécessaire pour jouer avec leurs enfants, souvent des enfants en bas âge, et qui se disent: «Bon, bah, je ferai plus de choses avec mes enfants quand j'aurai perdu du poids», et cetera, et cetera. Alors qu'en fait, il y a plein d'activités que tu peux faire avec tes enfants qui sont pas forcément des activités où tu as besoin de leur courir, partout. Et c'est le serpent qui se mord la queue. Et c'est le serpent qui se mord la queue. Parce qu'au final, plus je crée ce vide de plus je suis concentré sur je n'ai pas le niveau physique pour suivre mon fils, faire du vélo avec lui, quand il va jouer, machin, jouer au foot avec lui, etc. Plus je me concentre sur ça, plus émotionnellement je me sens mal, plus je vais créer un vide, plus ce vide aura besoin d'être comblé par autre chose. Et donc c'est vraiment le serpent qui se mord la queue, le cercle vicieux qui s'installe de ben, je me sens mal, donc je vais trouver de la compensation par la nourriture et je me juge de ça. Parce Et qu'à côté de ça, je sais exactement quoi faire pour perdre du poids et pourquoi j'y arrive pas. ouais. Alors qu'au lieu de remplir ce qui est vraiment important pour moi, de jouer avec mon fils sous une autre forme que de l'activité physique, peut-être que oui, dans la réalité des faits aujourd'hui, j'ai pas le niveau de forme suffisant, mais je peux très bien faire d'autres choses avec mes enfants. Si dans mon exemple, c'est mes enfants la chose la plus importante pour moi. Et donc, je vais me sentir mieux émotionnellement, j'aurai moins besoin de compensation émotionnelle. Donc, paradoxalement, je serai entre guillemets plus heureux dans ma vie, donc moins de besoin de compensation, donc je vais manger mieux. Ouais. Et donc finalement, bah, je vais réussir à mieux tenir ce que je devrais faire pour perdre du poids. Et Ouais. ça, souvent les gens le comprennent mal. Ils croient vraiment que leur vie doit être avec des œillères comme ça. Je dois tenir régime militaire strict pendant X mois pour perdre ces X kilos, et après ma vie sera fantastique. Ouais. Comme si mon niveau de bonheur dépendait que de ça. Ouais, c'est pas évident, hein. Et est-ce qu'on viendrait pas justement de définir, en tout cas en partie, là, ce que c'est justement que l'alimentation émotionnelle? En tout cas, on Ouais, en a parlé déjà. ouais, ouais, bah, en fait, pour parler de ça, il y a 2 types de faim. Il y a la faim physiologique, donc c'est le corps qui a besoin d'énergie, donc ça déclenche, la faim physiologique, et puis il y a la faim émotionnelle. Et là, dans ce que je viens de décrire, c'est un peu la définition de la faim émotionnelle, c'est-à-dire que j'ai un besoin, si je reprends l'exemple de jouer avec mes enfants et que j'ai pas le niveau d'énergie nécessaire, ça vient créer
un besoin émotionnel qui est de passer du temps avec mes enfants, ouais, de jouer avec eux, de passer du temps, des moments de qualité. Si ce besoin-là n'est pas rempli, ça va créer ce vide qui va devenir une faim émotionnelle. Je vais Exactement, venir manger mes émotions, c'est souvent le terme utilisé par les personnes qui souffrent de ça. exactement, Et le piège d'ailleurs, c'est de dissocier les 2 fins, hein. Peut-être on pourra faire un petit point là-dessus. Le piège, c'est de confondre la faim physiologique et la faim émotionnelle. Et souvent, les personnes qui souffrent d'alimentation émotionnelle sont un peu prises entre les 2. C'est-à-dire qu'elles se privent et du coup, elles finissent par avoir une faim physiologique et du coup, elles se privent, elles se privent, elles se privent. Je dois pas manger ci, ça, je me prive, je mange moins dans mes repas. Du coup, j'ai faim physiologiquement, mais j'ai aussi une faim émotionnelle qui vient parce qu'il y a plein de besoins qui sont non remplis et et c'est du là coup, aussi quand je m'autorise à manger, bah là, je craque et ça déborde. c'est là aussi qu'on confond un peu le est-ce que j'ai faim, parce que j'ai faim? Est-ce que j'ai faim parce que je suis gourmand? Est-ce que j'ai faim parce que je me sens pas bien? Est-ce que j'ai faim parce que juste, je m'ennuie? Et c'est là qu'en fait, on commence à se poser les bonnes questions, en fait. Donc pour répondre à la définition, c'est quoi l'alimentation émotionnelle? Il y a plein de manières, je pense, qu'on pourrait utiliser pour le définir. C'est pas mal celle que tu as utilisée, à savoir déjà différencier la faim physiologique du coup, qui est un peu à l'opposé de la faim émotionnelle. Mais je pense que la faim émotionnelle, du coup, elle peut se traduire en des dizaines de branches différentes. Il y a, là, t'as décrit le côté, imaginons, je suis une femme, je remplis pas le besoin de passer du temps avec ma famille, donc je me sens pas bien et donc du coup j'ai un besoin non rempli et ce besoin non rempli, bah comme l'univers a horreur du vide, bah à un moment il y a quelque chose qui vient compenser et c'est la bouffe. Ça peut être autre chose, ça peut être le fait de scroller sur les réseaux, ça peut être le fait de manger enfin il y a plein de manières de compenser ça, mais après il y a plein d'autres choses et c'est plein d'autres choses, peut-être on pourrait les lister. Euh, Notamment, alors il y a notamment la fatigue. Ça revient beaucoup. Et quand on parle de fatigue, c'est un peu ce truc de quand je rentre du boulot le soir, que j'ai passé une mauvaise journée, que je suis fatigué, que je suis stressé, c'est là que ma fatigue un peu émotionnelle, ma fatigue décisionnelle, elle est un peu limitée. Et que oui, j'avais bien commencé ma journée et oui, ce matin je me suis réveillé avec plein de motivation, plein d'envie, sauf qu'en fait je me suis pris x y z trucs à gérer dans ma journée et puis j'arrive le soir et je suis fatigué, mais en fait fatigué ça veut tout et rien dire. Il faut décortiquer encore, c'est une fatigue qui peut être à la fois physique mais aussi une fatigue un peu mentale, une fatigue psychologique et une fatigue émotionnelle, et je pense que c'est un peu ce mix des deux parfois qui va créer un besoin d'énergie en fait. Fatigue égale besoin d'énergie et besoin d'énergie, bah, le moyen le plus rapide que le cerveau va trouver dans sa tête, c'est de se dire bah tiens, je vais ouvrir le placard et puis je vais manger un truc. Ça va me donner un coup de fouet, un coup de peps. Et en fait, ce truc, bah, ça met après dans un cercle vicieux parce que c'était peut-être pas forcément la meilleure manière de faire. Après, ça déclenche en plus une partie du cerveau un peu émotionnel, le cerveau animal, qui fait que du coup, on en veut encore plus. Et souvent, on va se tourner vers les aliments pas les plus logiques. On va pas se tourner vers des légumes ou des pommes. En général, on va plutôt avoir envie de manger un truc un peu Ouais. croustillant, un peu craquant, un peu sucré, un peu gras. Ce Euh, qui augmente en plus ce phénomène ce qui exacerbe le plaisir ouais, que j'ai à manger à ce voilà, moment-là. Déjà que dans un contexte émotionnel, je vais c'est prendre ça. plaisir à manger, mais si en plus je vais choisir un aliment qui comporte ce que tu as décrit, ça s'appelle le bliss point dans la littérature scientifique, c'est vraiment ce minutieux dosage entre le sel, le gras, le sucre, et souvent c'est des textures aussi vers le craquant, donc typiquement des chips, des gâteaux. Souvent on a tendance à, on a tendance à croire qu'on est accro au sucre, en fait on n'est pas accro au sucre, hein. On est accro au dosage de sucre, sel et gras, et si on regarde précisément, c'est pas vers des courgettes qu'on se tourne. Enfin, les courgettes, il n'y a pas vraiment de sucre, mais disons, on va pas compulser sur des bananes ou des pommes. C'est vraiment des aliments qui ont cette matrice alimentaire vraiment précise. Et ça, les industriels l'ont très bien compris. C'est pour ça qu'en plus, on va craquer sur des aliments qui n'existent pas, entre guillemets, dans la nature, ce qui vient renforcer en plus ce comportement. Parce qu'au-delà de manger dans un contexte émotionnellement chargé, c'est ce que je vais manger qui va déclencher une cascade en plus hormonale de neurotransmetteurs physiologiques qui va venir en plus se rajouter sur le problème initial. Donc c'est pour ça que, en fait, nous, on prend toujours cette métaphore. Le cercle, il tourne toujours dans un sens. Soit en mode cercle vicieux,
soit en mode cercle vertueux. Et c'est pas souvent, parce que je sais qu'on a promis de donner vraiment aussi des solutions dans cet épisode. En fait, il n'y a pas une solution, c'est un problème qui est multifactoriel. Et il y a par définition, un problème qui est multifactoriel, il y a plein de petites briques. Et là, on parlait de fatigue, Ouais, la fatigue décisionnelle en fin de journée, mais il y a aussi à quel point je considère mon niveau de sommeil, à quel point je considère du coup la qualité globale de mon alimentation. Parce que si les moments où je suis pas chargé émotionnellement, on va dire, bah, je vais quand même me tourner vers des aliments qui contiennent un peu ce bliss point, des aliments plutôt industriels, transformés, etc. Ben, sans même m'en rendre compte, j'auto-alimente ce cercle, qui du coup va plutôt tourner en mode cercle vicieux. Alors que si globalement, je soigne mon sommeil, je bouge, je crée du mouvement physique dans ma vie sans forcément faire des heures de sport, hein, pas du tout, juste aller marcher. Si je crée une régularité dans l'heure à laquelle je prends mes repas, il y a plein de petits trucs comme ça. Et c'est pour ça que c'est important aussi de savoir quelle est l'action la plus proche de moi qui va créer vraiment le plus de résultats possible quand je souffre de ce problème alimentation émotionnelle qui, en fonction des gens, souvent beaucoup de gens vivent ce problème-là, mais la cause réelle de ce qui déclenche ça dans leur vie est très contextuelle. Tu as c'est des ça. personnes qui dorment très bien et d'autres qui dorment très mal. Et déjà, l'une des premières choses à régler, c'est de créer un contexte favorable pour mieux dormir. Ça ne veut pas dire qu'on va mieux dormir du jour au lendemain, mais parfois, tu vois, tu parlais de scroller sur les réseaux, les trucs comme ça. Ça aussi, c'est des comportements qui vont augmenter finalement les sécrétions de dopamine, comme d'aller sur des aliments transformés qui contiennent le bliss point. Et donc, en fait, c'est des couches comme ça Ouais, qui vont se rajouter. Et à première vue, pareil, ça c'est le genre de truc, si on te le dit pas, tu peux pas vraiment le savoir et le deviner, mais scroller sur les réseaux sociaux va venir aussi augmenter ton alimentation émotionnelle quand tu en souffres, parce que ça vient toujours renforcer encore ce mécanisme-là dans le cerveau. Donc en fait, c'est un tout souvent qui s'accumule, et c'est pour ça que c'est important aussi de, à un moment, mettre à plat toutes les choses qui vont dans le bon sens de l'atteinte de mes objectifs, mmh, et les choses qui viennent aussi me mettre du bâton dans les roues. Tout à l'heure, on parlait de pourquoi je sais quoi faire pour perdre du poids et pourquoi j'y arrive pas. Bah déjà, c'est comme si tu essayes de... Je sais pas, tu fais du vélo, mais tu avances avec les freins. Déjà, la mmh, première chose, c'est de lâcher les freins. Donc, mmh. ce qu'il faut comprendre, Ouais, ouais, trouver les choses qui vont vraiment me freiner. Typiquement, parler du sommeil, pour reprendre cet exemple, si je fais ouais. tout bien et que j'ai tout le contexte propice à une perte de poids, mais que je dors mal, bah déjà, ça va être la première chose, parce que ça peut jouer sur l'alimentation émotionnelle, très clairement. Ouais, complètement. Pareil, si je suis ultra stressé dans mon boulot, pareil si je me sens hyper seul en ce moment, si je suis tout le temps en colère, si j'ai tendance à passer beaucoup de temps à m'ennuyer dans ma vie de tous les jours. Donc toutes ces ressentis, ces émotions qu'on va mettre un peu dans le même paquet, stress, fatigue, colère, solitude, ennui, ben, il va y avoir à un moment la nourriture. C'est souvent le moyen le plus rapide, facile, accessible d'aller apaiser, combler ou distraire justement une de ces émotions-là. Et c'est pas vraiment le corps qui a faim, c'est plutôt l'esprit qui cherche, qui cherche à se nourrir. Et c'est là qu'on a tendance à le confondre en fait avec la gourmandise, et qu'on a tendance parfois à se dire oui, mais en fait, bah, c'est juste que je suis gourmand, c'est juste que j'avais faim, ou c'est juste que je manque de motivation. Et donc la première étape, si on devait donner vraiment quelque chose de concret, ce serait déjà de se poser, je pense, la question vraiment profondément de qu'est-ce que je veux, de pourquoi je le veux. Donc enlever le mot perte de poids, essayer de mettre autre chose à la place, un corps dans lequel je me sens bien, un vêtement dans lequel j'aimerais rentrer, des moments de qualité en famille, vivre longtemps en bonne santé, pouvoir me regarder dans le miroir et aimer ce que je vois. Ça, c'est une autre manière en fait de définir l'objectif, mais de manière beaucoup plus saine. Et ensuite de se dire, ok, maintenant que je veux ça, qui je dois être? C'est-à-dire, Bah, qui je dois être à partir de maintenant pour aller vers ça? Si je veux être quelqu'un qui est bien dans son corps, qui est bien dans sa peau, qui joue avec ses enfants, qui a de l'énergie, qui est dynamique, bah, qui je dois être? Je dois devenir cette personne. Et pour devenir cette personne, il suffit pas juste de vas-y, allez, je me motive à manger mieux et à bouger plus. Il faut incarner ça en fait. Et il faut aller comprendre ce qui se passe derrière. Et si je suis une personne
comme tu l'as dit, qui dort super mal, si je suis ultra stressé, si je suis ultra en colère, si j'ai un énorme manque d'estime de moi à cause de traumas que j'ai vécu, à cause des 12 000 échecs de perte de poids par lesquels je suis passé, bah, il y a peut-être quelque chose à reconstruire en fait. Il y a peut-être vraiment un travail un peu plus identitaire, un travail vraiment émotionnel à faire, en profondeur, de mieux se comprendre, de mieux se connaître et de changer les choses d'un point de vue vraiment de croyance, des émotions, de tout ça, pour devenir en fait, et c'est là que c'est pas évident, hein, mais c'est devenir dès aujourd'hui la personne que j'ai envie d'être dans 6 mois, un an en fait. C'est-à-dire la personne qui a perdu du poids, qui se sent mieux, etc. Et plus j'arrive à me connecter à ça, plus dans mon quotidien, si je, si je suis cette personne bien avec elle-même, je vais avoir des actions de quelqu'un qui est bien avec soi-même. Je vais me comporter comme quelqu'un qui est bien avec soi-même. Donc je vais avoir une meilleure capacité de gérer mes émotions, je vais moins ressentir la fatigue, je vais mieux gérer les difficultés du quotidien. Et donc, ça devient naturel pour moi d'aller marcher plus, bouger mieux, enfin marcher plus, bouger plus, et puis donner des bonnes choses à mon corps en termes de nourriture. Donc, comme on le disait, c'est un cercle vertueux à aller créer où plutôt que de continuer à alimenter cette roue de la restriction et des frustrations, commencer à nourrir la roue du bien avec soi-même en fait. C'est D'ailleurs, c'est l'une des choses, quand on s'est rencontrés il y a quelques années, qui nous a rapprochés, c'est qu'on a une partie de notre histoire personnelle, à tous les 2, qui est liée à ça. C'est très clair ce que tu as dit, mais je vais quand même prendre 2 exemples, pour, surillustrer ça, pour que les personnes puissent, un peu se projeter. Si demain, je veux, être un champion de tennis, bah, qu'est-ce qu'il fait ce champion de tennis? Bah, il s'entraîne, X fois par semaine, il mange comme ci, il soigne son sommeil comme ça, et ça viendrait, je pense, à l'idée de personne de se dire: «Merde, pourquoi je suis pas, champion de tennis, alors que je mets pas en place les actions pour?» C'est-à-dire que personne n'a de la culpabilité de pas être un champion de tennis quand, je m'entraîne pas, X fois par semaine. Si demain j'ai envie de devenir bon au tennis, la première chose qui me viendrait à l'esprit, c'est déjà, il va falloir que j'aille jouer au tennis. Mm. Et donc, vouloir avoir des résultats qui me paraissent exceptionnels, je dis être champion de tennis, mais ça peut être un autre exemple moins hors du commun, c'est-à-dire juste être. Bah, je vais prendre le deuxième exemple. Je vais rester sur le tennis pour finir, mais si je veux vraiment jouer à un certain niveau, bah, il va falloir que je m'entraîne et que j'agisse comme les personnes qui ont ce niveau. Et ce que je voulais dire sur une partie de notre histoire personnelle, c'est un Non, peu mais alors, quand. attends, je te coupe juste Ouais. sur cette histoire de tennis là, parce que euh, moi je pourrais te dire oui, mais j'ai essayé ça. Je m'entraîne, c'est-à-dire que je vais à l'entraînement, sauf que au bout d'un moment, je vois que j'y arrive pas et du coup je craque en fait. Tu vois. C'est-à-dire que je vais à l'entraînement, je vais au tennis, je vais faire ça pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je m'entraîne tous les jours. Sauf qu'il y a un moment où je vois que j'ai pas de résultat en fait. Je gagne pas dans mes matchs et donc du coup je craque et j'arrête. C'est un peu C'est un peu l'équivalent de j'essaye de perdre du poids et du coup je me mets à bien manger Hmm. et j'arrête. Et donc la raison pour laquelle, dans mes perceptions, hein, pour laquelle on arrête, c'est parce qu'en fait je crois pas suffisamment en ma capacité à devenir ce champion de tennis. Je suis pas assez connecté en fait à ce moi qui a réussi à atteindre cet objectif. Ouais. Et c'est ça, en fait, selon moi, dans la perte de poids, dans le bien-être qui manque, c'est que oui, je veux être quelqu'un qui est bien dans son corps, mais je crois pas en moi. Ouais, il y a ça, et il y a aussi le fait de ne pas regarder au bon endroit pour mesurer ma progression. C'est-à-dire que si tu t'arrêtes juste à putain, je suis toujours pas numéro un mondial, bah oui, tant que tu seras pas numéro un mondial, en fait, tout ce que tu fais ne t'amène pas à être numéro un mondial. Alors que le paradoxe, c'est peut-être que ce que tu fais, c'est en train de t'y amener, c'est juste que tu regardes pas les bons indicateurs d'évolution à l'instant où tu es. Si on prend le parallèle avec la perte de poids, si je fais que de regarder le poids, le poids, le poids, mais que à côté de ça, en fait, je pars d'un niveau où je suis très sédentaire. Pour prendre un exemple chiffré, je sais pas, si je marche 2000 pas par jour, je dors très mal, je m'entraîne pas du tout, je fais pas du tout de sport quel qu'il soit, et je me dis: «Ah, j'ai toujours pas perdu mes 10 kilos». Au bout d'un mois, je commence à, un peu aller marcher, je commence à
un peu faire attention à la qualité de mon sommeil, mais que j'ai toujours pas perdu 10 kilos, même peut-être le poids n'a toujours pas bougé, bah, peut-être que je vais me dire, «Ah ben en fait, je fais des trucs mais ça marche pas». Alors qu'en fait, il faudrait surtout aller regarder plus en détail de où est-ce que je suis en train de progresser. Si on prend, alors là, on a 2 exemples en même temps, mais si je veux être champion de tennis, déjà, si je suis nul au coup droit, bah, je vais évaluer mon coup droit. Un mois après, mon coup droit, j'en suis où par rapport à il y a un mois? Et pour Ouais. revenir sur la perte de poids, bah, je marchais 2000 pas par jour, peut-être que maintenant c'est bon, j'ai réussi à stabiliser 7000 pas par jour. Et Mmh. ouais, j'ai peut-être même pas perdu de poids parce que encore j'ai encore une relation à l'alimentation qui est trop compliquée, qui fait que je me tourne trop souvent vers la nourriture. Donc oui, je mets en place des actions. J'ai pas perdu de poids, mais pourtant j'ai avancé. Je progresse, je dors mieux, je bouge plus. Bon, en parallèle de ça, je commence à travailler mes émotions et en fait, c'est pas instantané, quoi. Mmh. Donc, mais ce que je voulais dire par rapport à nos histoires personnelles, le point commun qu'on avait, c'était qu'il y a un moment, on s'est mis à agir différemment parce qu'on a voulu devenir une autre personne. Moi, je me rappelle très bien le jour où je me suis mis au sport, hem, où j'avais, une estime de moi qui était plutôt faible. Je me suis mis à la musculation et en fait, je me suis rendu compte de OK, les gens qui ont un certain niveau en musculation, alors que j'ai jamais voulu avoir un niveau de fou et être bodybuilder. Mais je me suis rendu compte que, OK, si je veux, parce que j'étais quand même un peu en pas en surpoids, mais j'étais assez gras, on va dire. Bah, si je veux, avoir des abdos apparents et cetera, il va falloir que je me mette à agir comme ces personnes-là. Et quand j'ai compris comment ces personnes-là agissent, ben, elles soignent leur sommeil. À l'époque, je buvais pas mal d'alcool, j'avais l'alcool festif, tu vois? J'étais dans les je sais pas, il y a 10 ans, j'avais à peu près 25 ans. Bah, je sortais 3-4 fois par semaine, je buvais de l'alcool, je dormais très mal, je mangeais n'importe quoi et je m'entraînais pas. Mmh. Et je me disais: «Ah, quand je me regarde dans le miroir, je me sens pas bien» et si je m'étais dit, bah, je me sentirais mieux quand, j'aurais perdu du poids. Non, c'est je me sentirais mieux quand j'aurais commencé à agir comme les personnes qui se sentent bien dans leur corps, quand je vais boire moins d'alcool, quand, je vais, soigner la qualité de mon alimentation globale, mon sommeil. En fait, c'est toutes ces petites choses et je crois savoir que toi, tu as vécu ça à un degré différent de justement le jour aussi où tu t'es mis à prendre plus soin de toi, bah, tu t'es mis progressivement à agir différemment parce que tu avais compris que si tu voulais avoir une autre condition, il allait falloir agir comme les personnes qui ont la condition que tu vises. C'est pas juste idéaliser une personne, elle est comme ci, elle est comme ça, c'est concrètement cette personne, elle fait quoi dans la vie de tous les jours? Et Et c'est est-ce que ça, je suis prêt aussi moi à agir comme ça? ouais. C'est ça qui est pas évident, c'est que déjà quand on commence à regarder les autres, on voit que, une petite partie de la vie des gens, en fait. Surtout sur les réseaux sociaux. Ouais, et même pas que, tu vois? Oui, sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, nous, on entend beaucoup, des personnes qu'on accompagne, tu vois? Moi, c'est différent. C'est-à-dire que moi, du coup, dans ma vie, ouais, j'ai beau tout bien faire, j'ai beau faire attention à ce que je mange, bah, j'ai toujours cette amie, cette, personne que je connais qui, elle, elle peut manger tout ce qu'elle veut et elle grossit pas, alors que moi, je vois un pain au chocolat et je grossis tout de suite. Et du coup, en fait, on se compare, mais en fait, on voit peut-être que 20% de la vie de la personne. On voit pas justement, tu parlais tout à l'heure de sommeil, de vie quotidienne, de ce qu'elle fait, de ce qu'elle mange. On voit peut-être ce qu'elle mange le midi, mais on voit peut-être pas ce qu'elle mange le matin, le soir et entre les deux. Et pour soi-même, ce qui est rigolo, c'est que on a tendance à avoir, on a 100% du spectre parce qu'on vit 100% du temps avec nous-mêmes, mais malgré tout, on a tendance un peu à, parfois, à retenir ce qu'on a fait de bien et à omettre parfois les moments où j'ai craqué, ou justement à droite à gauche, où j'ai machin, un truc. Et donc je suis toujours je suis dans ce truc de, j'ai l'impression de tout bien faire, mais j'ai pas les résultats que je veux. Et donc je vois que le positif chez les gens à l'extérieur, et moi, ben, j'ai tendance à voir seulement la partie que mon cerveau il a envie de voir, en fait. Et donc du coup, je suis pas vraiment honnête avec moi-même parfois, et j'ai du mal en fait à déjà à prendre conscience qu'il y a un vrai sujet de, et là je reviens sur cette notion d'alimentation émotionnelle qui peut être sous plein de formes différentes. Mais tant qu'on n'a pas conscience qu'on vit cette alimentation émotionnelle, ou qu'on a des trucs un peu plus profonds à aller chercher, à aller travailler, et qu'il y a vraiment des choses à comprendre, bah déjà on peut pas.
peut pas changer. Donc c'est aussi la première étape, j'ai envie de dire. Et c'est aussi à ça que ça sert là, la conversation qu'on a, c'est d'essayer déjà d'amener une nouvelle compréhension, de se dire bah tiens, jusqu'à présent j'étais peut-être en train d'essayer de faire des régimes, et j'étais peut-être en train d'essayer de me dire allez je reprends lundi, j'étais peut-être en train de me dire je vais faire attention à ce que je mange. Ben il y a peut-être autre chose à aller déjà comprendre, et il y a un état des lieux d'alimentation émotionnelle à faire, comprendre ok, si je suis honnête avec moi, qu'est-ce que je fais vraiment et où est-ce que j'ai du levier pour pouvoir me sentir mieux, tout simplement. On va garder ce terme, me sentir mieux, plutôt que d'essayer de se dire qu'est-ce que je peux faire pour perdre du poids. Ouais. Mais c'est pas évident pour les personnes qui souffrent de ça parce que même moi, pour l'avoir vécu, de pas être bien dans mon corps avant de changer vraiment petit à petit mon hygiène de vie. Et alors, euh, je te coupe, mais il y a juste un truc. En vrai, tout le monde mange ses émotions. Ça, on l'a pas précisé. ouais, c'est vrai. Tout le monde mange ses émotions. Mais c'est en fait à quel degré j'en suis. C'est-à-dire qu'on a tous ces moments où, même toi et moi, tu vois, ça nous arrive de, bien sûr, quand on a un petit moment un petit coup de mou, un truc, un machin, ou même on est dans un moment social, bah oui, en fait, on est en train de remplir une émotion positive ou une émotion négative avec le fait de manger. Mais en fait, la vraie question, c'est à quel degré je vis ça. Moi, je t'ai coupé, mais je pense que c'était important à préciser Ouais. parce que c'est pas soit j'ai de l'alimentation émotionnelle, soit j'en ai pas. Oui, mais c'est très lié à ce que je voulais dire finalement, c'est qu'on a tendance à idéaliser une situation, ce qui finalement augmente encore plus la culpabilité. Et le problème, on parlait du cercle vicieux, c'est que la culpabilité va rajouter de l'inertie dans ce cercle vicieux pour créer de plus en plus de mécanismes de compensation. T'as un exemple? De culpabilité? Ouais, de ce que tu dis là. Bah, quelque chose qui est quand même très fréquent, c'est j'avais prévu de faire A, B, C, D cette semaine, actions qui vont m'amener à perdre du poids, parce que je crois que le problème c'est le poids. Alors qu'en fait, j'ai rien fait de ces actions-là. À la fin de la semaine, on est déjà vendredi, j'ai rien fait de ça, du coup je culpabilise, donc ça va exacerber le comportement duquel j'essaye de me défaire. Ou plutôt, ça va, m'éloigner du comportement que j'essaye d'adopter, c'est-à-dire, manger plus sainement, mieux bouger, soigner la qualité de mon sommeil et cetera. Donc cette culpabilité va venir renforcer le comportement que j'essaye d'arrêter, et souvent parce que je me fixe, des objectifs qui sont complètement décorrélés de mon contexte de vie. On parlait de tout à l'heure, tu disais, souvent on se compare à des personnes, on voit 10 de leur vie. On a l'impression que leur vie, elle est géniale et que, ils sont, en bonne forme physique, qu'ils ont l'air, tout pimpants et que tout va bien dans leur vie. Déjà, c'est ce qu'on nous, on voit, mais on voit pas du tout ce qu'on voit pas. Ça, c'est la première chose, et la deuxième chose, c'est comment ces personnes-là se fixent des objectifs par rapport à la réalité de leur contexte. Je n'ai pas le même contexte que toi, tu n'as pas le même contexte que moi, et Sylvie n'a pas le même contexte que Corinne, que Mathilde ou que Stéphanie. Mais pourtant, Sylvie se compare à toutes les autres en croyant que c'est elle qui a un problème. Mais on a tous notre contexte à nous. Par exemple, je vais donner un exemple très, très parlant, je pense aux personnes, à certaines personnes qui vont écouter cette discussion. J'ai des enfants en bas âge. J'aimerais, si je compare ma vie actuelle avec mes enfants qui, les deux, ont moins de 5 ans, donc encore nuit compliquée, etc. Si je compare mon niveau de forme physique globale que j'ai maintenant versus ce que j'avais avant d'avoir des enfants, où j'étais jamais réveillé la nuit, où j'ai tout mon temps libre sur mes soirées, mes week-ends, etc. Mais je suis malheureux. Et si je me compare avec une personne qui a pas d'enfant, qui a pas ci, qui a pas ça, je suis pas en train de dire que les enfants c'est une excuse. C'est juste que c'est pas le même contexte. Et comme c'est pas le même contexte, ça veut dire que moi, je vais devoir peut-être mettre mon attention sur des choses que mon moi d'il y a 5 ans qui n'avait pas d'enfant n'avait même pas besoin d'y réfléchir. Donc là, si je compare deux personnes qui estiment avoir 10 kilos à perdre et qui fantasment ce truc de quand j'aurai perdu 10 kilos, je serai plus heureux. Une personne euh,
travail, très zen, pas d'enfant, pas vraiment de source externe dans sa vie et l'autre, travail occupé, enfant, on va rajouter enfant bas âge, nuit compliquée. Bah, c'est pas le même plan d'action. Pourtant, l'objectif de ces 2 personnes après à première vue, c'est: «OK, je veux perdre 10 kilos». Mais le chemin que chacune de ces 2 personnes va devoir emprunter est complètement différent. Les bases sont là, sommeil, alimentation, activité physique, bien sûr, avant tout ça, gestion des émotions, du stress et cetera. Mais la manière concrète de le faire et surtout l'ordre dans lequel le faire, c'est complètement différent. Si on a 2 personnes qui souffrent d'alimentation émotionnelle, la personne 1 qui a pas du tout d'autres sources de stress, dans sa vie, qui a pas d'enfant, qui a pas de travail stressant et la personne 2 qui a les enfants et cetera. La personne 1 elle a peut-être déjà un bon sommeil, la personne 2 elle a un sommeil par définition avec les enfants en bas âge plus compliqué. Mais on va pas mettre le même degré de focus sur le sommeil, sur le contexte et cetera. Et donc ces 2 personnes ne vont pas devoir agir exactement de la même manière pour arriver à cet objectif, arbitraire qu'on fixe là dans l'exemple de moins 10 kilogrammes. Je sais pas si c'est très clair, mais ce que j'essaye de dire, c'est que tout le monde a son contexte et Ouais, essayer de copier-coller les actions de quelqu'un, ouais, même si on a dit tout à l'heure qu'il faut agir comme une personne qui, agit, d'une certaine manière pour atteindre un objectif, oui, mais après il faut aller voir dans le détail ce que ça signifie dans le contexte ouais, c'est vrai. et souvent on se compare en fait à des personnes qui n'ont pas du tout le même contexte que nous. Donc on n'arrive pas en fait à tenir ces actions-là. Mmh. Parce que peut-être que pour tenir les actions que j'ai besoin de tenir pour arriver à perdre 10 kilos, il va falloir que moi, dans ma vie, dans mon contexte, je les fasse différemment, dans un ordre différemment, à des intensités différentes. Et ça peut être plein de choses, plein d'exemples. Ouais. Moi, je trouve que vraiment le plus gros frein, c'est quand même, en fait, le plus gros frein à mettre en place les actions et à trouver son plan d'action, etc., c'est souvent vraiment lié à des croyances profondes. Et même à l'éducation, même à l'enfance, au vécu, à comment je me suis construit. Et nous, ce qu'on voit vraiment le plus souvent, c'est je donne tout aux autres et je m'oublie. Ça, c'est vraiment la caractéristique des personnes pour qui c'est plus difficile de perdre du poids. Parce que, en fait, toute ma vie, je me suis construit sur pour être bien, pour être quelqu'un de bien, je dois être là pour les autres. Et donc, du coup, je suis, quand je suis jeune, bah, ça va. Mais après, quand je commence à avoir, parce que je rebondis, tu disais les enfants, je commence à avoir un travail. Donc après, du coup, je dois rendre des comptes. Après, j'ai des enfants. Donc là, je suis plus toute seule. J'ai un conjoint, etc. Et là, en fait, du coup, ben, mon temps, mon énergie, mon argent, en gros, toutes mes ressources, elles vont boulot, enfants, vie, famille, conjoint, etc. Et à la fin, il reste plus du tout de ressources, temps, énergie, etc. pour soi. Et du coup, je me fixe un objectif de perte de poids parce qu'en fait, ben, du coup, vu que j'ai tout donné aux autres, moi, j'ai pas pris soin de moi, donc j'ai pris du poids. Mais je veux perdre du poids sans changer ça. Je veux perdre du poids, être bien dans ma peau, être bien dans mon corps, avoir de l'énergie, être dynamique, mais je continue à m'oublier et je continue à passer en dernier. Et en fait, c'est pas possible d'avoir les deux. Ou en tout cas, c'est vraiment très difficile. Donc ça demande d'aller vraiment challenger le fameux qui je suis et pourquoi je fonctionne comme ça. Et pourquoi j'ai ce besoin absolu de, voilà, de passer un dernier. Et souvent, bah, il y a des vrais sujets hein, d'estime de soi, de peut-être je me suis jamais vraiment estimé comme je le devrais, je m'aime pas, et ça vient de choses quand même. Parfois, il n'y a pas besoin d'avoir des gros traumas, mais parfois c'est quand même des vraies choses, des événements de vie difficiles. Parfois, c'est juste des petites graines plus jeunes. Je me compare à quelqu'un, un membre de ma famille, ou des remarques de ma mère qui font que, bah, du coup, quand je grandis, voilà, cette petite graine, elle germe, et après, ça crée un peu qui je suis. Et ce qui je suis, bah, il m'a aidé à plein d'endroits. Il m'a aidé à construire une famille, une vie, à être là pour les autres, à ce que les gens m'aiment. Sauf que moi, bah, je me suis oublié. Et pour changer ça, donc, pour pouvoir avoir le fameux plan d'action, pour savoir quoi faire, pour savoir comment le faire, en fait, ça demande d'abord de travailler sur soi. Et ça demande d'abord de changer les croyances de, ben, en fait, quand est-ce que je vais décider vraiment de prendre soin de moi, quoi? Et quand est-ce que je vais vraiment être capable de faire face à mes peurs? Parce que derrière les peurs, c'est qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Je vais devenir égoïste.
on va plus m'aimer parce que du coup je prends plus soin des autres. Enfin, c'est plein de peurs vraiment beaucoup plus profondes qui peuvent ressurgir et donc il faut aller vraiment travailler là-dessus d'un point de vue émotionnel et c'est à ça que sert le coaching notamment. Donc c'est intéressant d'aller se faire aider là-dessus pour pouvoir vraiment changer ses perceptions, changer ses lunettes et donc que le reste en découle en fait. Oui et en résumé, on a l'impression que souvent le problème c'est j'ai pas le bon plan d'action, alors que c'est déjà est-ce que j'ai décidé que c'était mon tour? Est-ce que je crois suffisamment en moi sur le fait que je vais y arriver? Ouais, J'essaye de résumer un peu ce qu'on a dit, tu vois, aujourd'hui, ouais, parce que c'est c'est vrai ça. que moi j'ai tendance à dévier beaucoup dans le plan d'action, hem, parce que, dans ma formation initiale, c'est très plan d'action, c'est très, nutrition, activité physique et cetera, Ouais, donc j'ai tendance et à souvent dévier là-dedans, alors qu'en fait c'est avant le plan d'action. C'est ce qu'il faut bien rappeler et je te remercie d'insister là-dessus, c'est vraiment, qui tu crois être. bah oui, les 2 vont ensemble. C'est pas et c'est je pense que c'est la partie la pour moi, c'est la partie la plus difficile. Hem, je prends un autre exemple peut-être qui peut parler, c'est le l'arrêt de la cigarette. En général, les personnes qui réussissent à arrêter la cigarette vraiment pour de bon et qui ont vraiment été fumeuses ou fumeurs, à un moment, c'est j'y ai cru, quoi. C'est j'ai cru que j'allais réussir à arrêter et j'ai pris une vraie décision ferme sur le fait que c'était maintenant et sur le fait que j'arrêtais. Et à chaque fois que j'y vais un peu à l'essai-erreur de vas-y, je vais essayer d'arrêter de fumer, je vais essayer ci, je vais essayer ça, je vais lire un livre, machin, mais sans vraiment y croire au fond et sans vraiment avoir une vraie décision intérieure et un vrai changement de croyance ou de paradigme, en général, ça revient en arrière. Et franchement, pour le poids, c'est un peu la même chose, hein, surtout quand on se bat avec depuis toute la vie, quoi. Donc c'est pas évident. Franchement, ça Bah, c'est c'est pas un évi peu les en fait, étiquettes en qu'on fait, nous colle. c'est évident, mais ce qui est pas évident, c'est d'aller toucher ce déclencheur-là, surtout quand ça fait longtemps. Mmh. C'est vraiment les étiquettes qu'on va se coller, hein. Je suis comme ci, je suis comme ça Ouais. et tant que je me considère tu sais, souvent les gens disent, un jour, il y a quelqu'un qui m'avait dit un truc, ça m'avait grave choqué. C'était, tu sais, on est toujours fumeur, comme si c'était une fatalité. Tu as fumé, tu seras toujours fumeur Mmh. et en fait, après coup, je me suis rendu compte que la personne qui m'a dit ça était une personne qui n'arrivait pas à arrêter de fumer et qui en fait se rassurait à croire que, bah, de toute façon, c'est comme ça, je suis comme ça. Ouais, bah, c'est la même chose avec le surpoids Ouais, et en tout cas, quand ouais, vraiment, c'est quand ça fait très longtemps qu'on est en surpoids et qu'on on est dans ce sujet depuis toujours, à un moment, il faut vraiment être capable de changer son fusil d'épaule et de dire: «Je vais faire les choses différemment, je vais mieux me comprendre, mieux me connaître». Si vous vous reconnaissez là-dedans, et que ça vous parle et que ça fait vraiment sens et que vous êtes encore là dans le podcast, dites-nous déjà en commentaire si ça vous parle. Dites-nous si ça vous apporte de la valeur. Posez-nous aussi les questions que vous avez. Comme ça, on pourra refaire des concepts de ce type-là et on pourra vraiment aller plus en profondeur sur les sujets. Et surtout, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec un coach de l'équipe. Sous la vidéo, on vous mettra en description des liens, notamment un lien qui vous permet de réserver une session de clarté émotionnelle. C'est un rendez-vous qui n'engage à rien, c'est un rendez-vous qui est gratuit, qui dure 1 heure en visio avec un coach de l'équipe et on va vraiment explorer ces sujets-là avec vous en one-to-one, en individuel, parce que comme vous l'avez compris, là on est parti un peu dans tous les sens, il y a beaucoup de choses, beaucoup de sujets, mais dans votre situation, dans votre contexte, ce sera différent d'une autre femme et vous aurez l'opportunité d'avoir vraiment quelqu'un qui va vous questionner, qui va vous comprendre, qui va s'intéresser à vous et qui va vous aider en fait à identifier déjà quel est votre principal problème concernant votre alimentation émotionnelle, euh, ce qui se joue, les objectifs que vous pourriez vous fixer et que vous puissiez justement repartir avec un vrai déclic, une vraie prise de conscience et puis éventuellement qu'on puisse vous expliquer concrètement comment est-ce qu'on travaille au sein de nos accompagnements, mais que ça puisse déjà vous apporter aussi plus de valeur en individuel parce que c'est jamais évident quand on est seul face à sa feuille. super, bah, merci Aubin, c'était quand même, une discussion dans laquelle effectivement on a pu aborder plein de sujets. Pour la prochaine fois, ce sera vraiment de réussir à se concentrer sur un sujet en particulier qu'on pourra peut-être décortiquer plus en profondeur. Donc effectivement, si vous êtes encore là dans ce moment de l'épisode, n'hésitez pas vraiment à nous dire les questions, les sujets que vous avez envie qu'on aborde, plus en profondeur et ce sera vraiment l'occasion avec grand plaisir de pouvoir, s'autoriser à vraiment prendre des moments comme ça entre nous pour, aller plus profondément sur des sujets, toujours dans l'intention
de donner beaucoup de choses, concrètes qui puissent, vous aider déjà à peut-être changer des 1 choses, faire des premiers petits ajustements qui peuvent déjà vous aider, si Ouais. aujourd'hui vous souffrez d'alimentation émotionnelle, de surpoids depuis longtemps. Comme vous l'avez compris aujourd'hui, il y a plein de sujets, il y a plein de choses, c'est très multifactoriel. Donc, l'idée c'est de pouvoir, rentrer peut-être plus en détail sur, certains de ces facteurs. Vous aider à réfléchir, en fait. Faut là, l'étape numéro un, c'est vraiment, déjà prendre le temps de se comprendre, en fait, et que les petites questions qui se posent justement suite à ce podcast, bah, vous les fassiez germer. Et c'est pour ça, dites-nous vraiment en commentaire, ce avec quoi vous êtes ressortis. Et puis la prochaine fois, on abordera des sujets aussi. On avait noté métabolisme, voilà, on parlera de craquage, on parlera peut-être d'astuces aussi plus concrètes au quotidien à mettre en place. Mais déjà, c'était important de poser ces bases-là, donc trop bien. À très vite. Prenez soin de vous, bye bye.